Bonjour à tous. Merci à vous d'être venus donc, pour assister à cette deuxième journée du colloque sur les violences familiales dans le Pacifique. Avant d'introduire les présentations d'aujourd'hui, je voudrais revenir brièvement sur la journée d'hier, afin que ceux qui n'étaient pas présents, et dans cette catégorie je m'inclus partiellement puisque j'ai raté quelques présentations hier, afin que ces personnes donc, puissent suivre le fil ou les fils des discussions que nous avons commencées hier. Alors, je voudrais mentionner à ce sujet que l'UPF procède donc à une captation vidéo de cette conférence, de ce colloque, et que donc certaines des interventions du colloque seront donc visibles sur le site de l'UPF, à l'exception de celles qui ne pourront pas être mises en ligne pour des raisons de confidentialité, etc. La première communication hier, donc c'était celle de Michel Vievorka, s'est focalisée sur la question de la sortie de la violence. On parle souvent de spirale de la violence, de cercle de la violence, et si on prend le cas des violences familiales, on est forcé de constater qu'il est très souvent difficile, en particulier pour les jeunes générations, de sortir de la violence si elle est très installée dans les familles. Et c'est un point sur lequel Loïs Bastide et moi reviendrons dans notre intervention tout à l'heure. La présentation de Michel Vievorka hier était très théorique et ne parlait pas d'un contexte local particulier, mais ensuite nous sommes directement entrés dans l'analyse des contextes locaux, des particularités locales et parfois dans le détail ethnographique. Pour rappel, un des buts de ce colloque est précisément de comparer les violences familiales dans différentes sociétés du Pacifique et de donner l'occasion donc de discuter de la possibilité de les comparer. Donc ce n'est pas quelque chose qui est facile, la comparaison. Peut-on vraiment comparer les phénomènes de violence familiale dans ces différentes sociétés, donc des sociétés qui peuvent être très semblables et à la fois très différentes. Et si on peut les comparer, comment doit-on le faire en pratique? Avec quels outils théoriques? Avec quelle définition de la violence familiale? Avec quel langage commun, etc. Les trois présentations d'hier nous ont menés du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Vanuatu et de la Nouvelle-Calédonie. Andrew Strathern et Pamela Stewart Strathern ont passé en revue les différents facteurs qui mènent à une augmentation de l'incidence des conflits domestiques et de la violence dans les sociétés des hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alice Servi s'est intéressée à la construction de la violence dans une école d'un quartier de Port Vila au Vanuatu. Et dans sa communication, Christine Salomon a fait un état des lieux très détaillé de la question des violences faites aux femmes en Nouvelle-Calédonie. Je n'ai pas l'intention de résumer ici ces trois présentations qui étaient très riches en termes de détails ethnographiques ou de détails sur les politiques locales, mais je voudrais, en guise d'introduction à cette deuxième journée, souligner quelques points qui ont été abordés. Premier point, la question de la légitimité, ou plutôt, devrait-on dire, de l'acceptabilité de la violence. Quelles sont les formes qui sont jugées acceptables et quelles sont les formes de violence qui ne sont pas jugées acceptables dans les sociétés que nous considérons? Pour reprendre un exemple évoqué hier à l'école de Port Vila au Vanuatu, la différence entre le killing small et le killing no good, les différences entre la violence qui ne laisse pas de marques physiques et la violence qui laisse des marques physiques. Évidemment, ces questions de l'acceptabilité englobent la question de la définition théorique de la violence, mais elle ne s'y réduit pas. Deuxième point, la construction de la violence dans l'espace public, qui est à la fois en continuité avec la première question, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, mais qui s'en distingue parce que dans un contexte donné, des groupes de pression en termes politiques, peuvent chercher à modifier, à manipuler la définition de la violence. Et je pense particulièrement à ce qui nous a été expliqué par Christine Salomon sur
donc le cas des violences contre les femmes en Nouvelle-Calédonie, où une réaction patriarcale au nom de la coutume kanak a fait en quelque sorte reculer les questions reculer la société, on pourrait dire, sur la question des violences contre les femmes. Voilà. Troisième point peut-être, qui est plus théorique, mais sur lequel nous reviendrons sans doute, la construction de la violence comme interaction. En particulier comme interaction entre ceux qui la perpétuent, ceux qui en sont victimes et ceux qui en sont témoins, et qui parfois cherchent à y remédier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que la violence serait entre quelque chose, une interaction entre deux types d'acteurs, entre victimes et perpétuateurs, si on peut dire ça en français. Mais il y a aussi la question des témoins, il y a la question du public, les gens qui voient les violences familiales et qui essayent d'y remédier, de s'interposer et d'intervenir en quelque sorte. Alors, je ne vais pas m'étendre sur tout ça. Aujourd'hui, donc, nous aurons deux sessions, une le matin et l'autre l'après-midi. La première session, celle du matin, s'intitule « Pouvoir, dépendance et structuration de la violence dans le contexte familial ». Elle nous emmènera de nouveau sur les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée avec le papier de Richard Eves. Puis nous écouterons deux communications sur la violence familiale en Polynésie française, en l'occurrence le papier de Yasmina Taherea et celui que Loïs Bastide et moi allons présenter. La session de l'après-midi s'intitule « Les facteurs de la violence familiale, normes culturelles et conditions sociales d'existence ». Nous irons pour cela à Hawaï avec le papier de Kealoha Fox et nous reviendrons encore une fois en Polynésie française avec la contribution de Marie Salahin, Miros Paya et Jacques Vernodon.